Michel Grfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous sommes, vous l'avez certainement remarqué, même si nous sommes le dimanche matin très tôt, nous sommes le 14 juillet et c'est peut-être certainement l'occasion de parler avec vous, à l'occasion de cette fête nationale française, de la situation actuelle de la France, dans l'environnement européen, on va dire, de la situation interne en France, mais aussi justement de sa relation avec l'État d'Israël. Alors, je vais commencer par cela parce que j'ai interrogé vendredi l'ambassadrice de France en Israël qui termine sa mission à Tel Aviv, Hélène Le Gall, et je constatais, je lui faisais remarquer que très peu de dirigeants français sont venus en Israël ces dernières années, ni Macron, ni Édouard Philippe, qui a même annulé une visite. On a le sentiment qu'ils ont quelques difficultés à venir en Israël, et on a surtout le sentiment que la France reste tout bien solidement assise sur des positions qui paraissent à beaucoup d'Israéliens comme dépassées et qui ne sont pas adaptées, en tout cas, à la réalité proche-orientale actuelle dans laquelle Israël est très lié de plus en plus lié avec des pays arabes modérés. Elle ne partageait apparemment pas ma réflexion. Je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Est-ce qu'effectivement, la France d'aujourd'hui, c'est une France qui est solidement accrochée, ancrée dans le passé, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, en dépit du fait que Macron soit un adepte de l'innovation? Je crois qu'il faut faire une distinction importante entre la France et le Quai d'Orsay. Je dis bien la France et le Quai d'Orsay. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont bien informés, qui ont de la curiosité, qui se rendent en Israël, qui écoutent beaucoup de choses et qui comprennent beaucoup de choses à propos d'Israël. Mais lorsqu'ils sont amenés à prendre des positions officielles, ils se considèrent comme liés par la doctrine du Quai d'Orsay. Quand ils essaient de ne pas se montrer trop liés par la doctrine du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay leur fait savoir immédiatement qu'ils veillent au grain et qu'on ne leur permettra pas d'exprimer d'autres opinions que celles que lui-même, Quai d'Orsay, définit. Or, il est clair que le Quai d'Orsay est extraordinairement psychorigide sur la question d'Israël. Et permettez-moi de vous raconter une anecdote très intéressante. Il s'est trouvé que il y a déjà fort longtemps, j'ai été reçu à titre privé par Hubert Védrine, Oui. qui a été un conseiller géopolitique proche de Mitterrand, qui était, quand il m'a reçu, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Et Védrine, qui est connu pour son hostilité à l'État d'Israël et pour sa défense de la cause palestinienne. Disons que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sympathie spontanée pour l'État d'Israël, mais Védrine n'est pas stupide non plus, et il m'a dit à cette occasion-là, vous comprenez, jusqu'à présent, nous étions totalement alignés sur les Arabes, et en particulier sur la Syrie. À l'époque, c'était encore l'époque Assad, donc nous sommes alignés sur la Syrie, et nous ne parlons pas aux Israéliens. Le résultat est que notre influence au Moyen-Orient est nulle, parce que les Syriens ne s'intéressent pas à nous, puisque nous sommes de toute manière pour eux, et c'est le cas aussi des autres Arabes, tandis que les Israéliens considèrent que nous sommes une puissance hostile et ne s'intéressent pas à nous non plus. Donc l'influence de la France au Moyen-Orient est égale à zéro. Voilà ce que Védrine, qui est, comme vous l'avez dit, disons, un homme politique de très grande envergure et pas du tout favorable a priori à Israël, voilà ce qu'il pouvait dire, voilà ce qu'un homme intelligent pouvait dire. J'ai écouté votre interview avec l'ambassadrice sortante, et j'ai été frappé d'une chose, c'est que elle a dit, mais tous les ministres viennent à Jérusalem.
tous les ministres français, quand Oui. ils sont en Israël, viennent Oui. à Jérusalem. Et là, elle a fait un aveu énorme, parce que ils viennent à Jérusalem, parce que le gouvernement israélien est à Jérusalem. Et même certains d'entre eux vont à la Knesset, enfin certains présidents sont allés à la Knesset, parce que la Knesset est à Jérusalem. Il y a une règle absolue. Si vous allez voir des ministres ou un gouvernement dans une ville quelconque, ça veut dire que même si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de cette ville comme siège du gouvernement, vous le reconnaissez de facto. Or, il faut savoir qu'en droit international, quand vous reconnaissez quelque chose de facto, ça vaut une reconnaissance de juré. Uh-huh. Or, la France, tout en reconnaissant de facto Jérusalem comme la capitale d'Israël, ce que l'ambassadrice a dit à votre micro vendredi dernier, en même temps, la France fait comme si, Jérusalem n'appartient pas à Israël, n'est pas la capitale d'Israël, etc. C'est révélateur de la rigidité, de la psychorigidité du Quai d'Orsay. Alors, vous êtes en train de nous dire que en fait, le Quai d'Orsay, c'est un État dans l'État et que c'est lui qui dirige, qui continue à diriger la politique étrangère, on le comprend, mais qui est capable de faire plier tous les chefs d'État, premiers ministres, même ministres des gouvernements français, quoi qu'il advienne. Écoutez, ceci est le cas effectivement du Quai d'Orsay en France, mais il y a beaucoup d'autres ministères des Affaires étrangères qui très longtemps ou jusqu'à aujourd'hui détiennent de tels pouvoirs exorbitants. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu un congrès qui vote quasi unanimement le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et vous avez en face un département d'État, c'est-à-dire l'équivalent américain du Quai d'Orsay, qui dit « Ah, c'est pas opportun de le faire », et jusqu'à ce que Trump arrive, aucun président des États-Unis, et il y a eu parmi ces présidents des États-Unis, il y en a eu de pro-israéliens et de moins pro-israéliens, mais il y avait des présidents qui étaient relativement pro-israéliens, qu'il s'agisse de Bill Clinton, qui jusque vers la fin de son deuxième mandat était relativement pro-israélien, ou qu'il s'agisse du deuxième Bush, de W. Bush. Et ils n'ont pas mis cela en pratique. Ils ont eu peur du département d'État. Ils n'ont pas eu la force politique ou personnelle de s'opposer au département d'État. Il a fallu une personnalité aussi spéciale que Donald Trump. Il a fallu ce bulldozer politique qu'est Donald Trump pour passer outre et décider d'appliquer la loi américaine et de transférer effectivement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Alors, est-ce que finalement, donc, cette politique du Quai d'Orsay, elle n'atrophie pas d'une certaine manière l'ensemble de la politique des gouvernements français, des présidents français par rapport à Israël, et finalement la France se retrouve aujourd'hui, encore une fois, sur la touche et sans avoir la moindre possibilité même, on a le sentiment même qu'elle n'est pas du tout consciente des changements intervenus dans la région. Écoutez, là, c'est une autre question là que vous posez. Je crois que, effectivement, bien entendu, la doctrine du Quai d'Orsay, le fait que cette doctrine est religieusement appliquée par les gouvernements successifs, je pense que ça diminue considérablement la capacité française à jouer un rôle quelque part au Moyen-Orient. Je pense aussi qu'il faut voir cette problématique dans le cadre de quelque chose de plus large. Les Français et les Français de toute opinion politique, de tout bord politique, les Français sont hantés par l'idée que la France doit jouer un rôle de très grande puissance dans le monde. Oui, c'est une formule récurrente que l'on connaît parfois. Voilà. Ici. Alors, tous les pays qui ont été des grandes puissances et qui sont encore en réalité de très grandes puissances dans le jeu mondial, c'est le cas de la France, c'est le cas de la Grande-Bretagne, c'est le cas d'une autre façon de l'Allemagne,
C'est le cas, il faut bien le dire, dans une large mesure de la Russie aussi, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Toutes ces puissances ont du mal à accepter que leur rang n'est plus ce qu'il a pu être dans le passé. Mais en France, je dirais que ça atteint des proportions absolument étonnantes. C'est l'héritage particulier du général de Gaulle. Le général de Gaulle, plus que tout autre, était conscient et meurtri par le déclin français. Plus que tout autre, il a estimé que la meilleure manière d'enrayer le déclin français, c'était finalement de faire comme s'il n'avait jamais eu lieu et comme si la France était toujours une très grande puissance. Malheureusement, je crois que le reste du monde n'est pas dupe de tout cela. Il y a une chose que les Français ont beaucoup de mal à admettre, mais les Français sont très impopulaires politiquement ou diplomatiquement dans le monde entier. Ils sont impopulaires en Europe, où on les tient pour arrogants. Ils sont impopulaires dans pratiquement tous les pays du monde, où on les trouve soit arrogants, soit littéralement délirants. Et ceci est d'autant plus dommage que dans les faits, si la France n'est plus une très grande puissance, elle reste vraiment une grande puissance sur beaucoup de plans. Sur le plan militaire, par exemple, on ne peut pas comparer la puissance militaire française à la puissance militaire américaine, mais la puissance militaire française est tout de même la plus importante de l'Union européenne. La France seule a une capacité assez importante de déploiement international, d'intervention rapide, devant le numéro 2 qui est la Grande-Bretagne, et les autres pays européens, c'est quasiment proche de zéro. Alors tout cela, pour élargir un peu le focus sur pas seulement notre région, mais essayons de parler un peu de la situation en France, et dire est-ce qu'aujourd'hui, alors c'était pas obligatoirement lié au Quai d'Orsay, mais est-ce que à travers, dirons-nous, ces réflexes, on va dire, ou cette situation d'atrophie, eh bien, la France n'est pas aussi elle-même dans une situation dans laquelle elle ne parvient pas à se développer, à se projeter vers l'avenir. On parlait beaucoup d'innovation, mais on ne voit pas véritablement beaucoup d'innovation en France. Est-ce que finalement cette situation que nous avons décrite dans le contexte proche-oriental, elle ne déteint pas également sur une forme de mentalité qui existe au sein du pouvoir en France aujourd'hui et qui fait que la France aujourd'hui est dans une situation de marasme ? Oui, bien entendu. Je pense que votre rapprochement est tout à fait fondé. Il y a un ensemble de raisons qui font que la France, plus encore que les autres pays occidentaux, a beaucoup de difficultés à effectuer un certain nombre de transitions. J'ai bien précisé plus encore que les pays occidentaux parce que il faut quand même avouer que il y a une crise politique et sociétale très forte dans l'ensemble du monde occidental aujourd'hui. Regardez la politique de quasiment tous les pays de la sphère occidentale et il y a une situation de crise à un degré ou un autre. Vous prenez les États-Unis, il y a une polarisation dans la politique américaine qui est absolument sans précédent et il y a un collapsus de ce qu'était le parti démocrate traditionnel et même le parti républicain traditionnel. Voilà pour les États-Unis. Quand vous venez en Europe, il y a une crise du même ordre dans quasiment tous les grands pays européens. Voyez la Grande-Bretagne, voyez l'Allemagne, où l'on est très très loin de la situation bipartisane stable qui faisait la gloire de la République fédérale. Voyez des pays comme l'Espagne ou comme l'Italie, où il y a en fait un chaos politique total.
il y a réellement un problème donc dans l'ensemble du monde occidental, mais en France, le problème, il est exacerbé parce que je crois que la culture politique française, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut fêter le 14 juillet, on peut se draper dans le drapeau républicain, mais en réalité, la France est restée un pays extraordinairement monarchique. C'est resté un pays très centralisé, c'est resté un pays où les élites politiques, en fait, sont très imbues d'elles-mêmes. Alors aujourd'hui, évidemment, nous sommes plus dans une méritocratie d'État, ce que l'on a appelé l'énarchie, que dans la noblesse d'épée ou de robe comme avant 1789, mais le comportement est le même. Et lorsque vous avez un événement comme les Gilets jaunes en France, vous écoutiez les Gilets jaunes, vous aviez l'impression qu'on entendait les sans-culottes de l'époque révolutionnaire, avec exactement le même ressentiment contre les milieux dirigeants. C'est très, très frappant de voir cette espèce de fixité française. Plus on réforme et plus on fait de révolution en France, et plus on revient vers un certain nombre de tropismes nationaux. Eh bien, Michel Gruffinkel, merci beaucoup. C'était très intéressant, comme chaque conversation que nous avons ensemble, de parler avec vous de la France aujourd'hui à l'occasion du 14 juillet, de la fête nationale et de son rôle ou de l'absence de rôle qu'elle joue ici dans le Proche-Orient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shavua Tov. Bonne journée.